on va se focaliser sur le partage entre nos 4 invités et vous. Vous aurez l'occasion de poser des questions. Et je propose, vu qu'on est entre nous, entre valaisans, qu'on utilise le tutoiement si ça joue pour vous. Et puis, chaque invité aura l'occasion, donc 2 minutes pour se présenter et de présenter un objet en lien avec leur recherche. Et ensuite, on placera la partie à la discussion. Donc, vous pouvez soit venir en ligne, je crois que vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans le chat, et on s'occupera de relayer les questions à nos invités. Ou bien soit, n'hésitez pas à nous dire et vous pouvez venir en ligne avec votre vidéo. Alors, sans plus attendre, je pense que je vais laisser la parole à nos invités en commençant par Séverine Lamont. Bonjour Séverine, ou bien salut Séverine. Salut, alors bon après-midi, bonne journée à tous, bonne nuit à tous, où vous que soyez dans le monde. Alors je m'appelle Séverine Lamont, je suis originaire de Sion, j'ai fait mon collège, mon école obligatoire et mon collège à Sion. Et puis ensuite, j'ai étudié la biologie à l'université de Fribourg. Puis ensuite, j'ai eu la chance de faire une expérience que pas beaucoup de gens ont fait à mon époque, c'est-à-dire que j'ai fait mon travail de master en Valais dans le domaine de la physiologie musculaire. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Mais j'avais envie d'une expérience différente pour mon PhD. Donc, après ça, j'ai été à l'université de Lausanne et puis j'ai fait un PhD avec le laboratoire suisse d'analyse du dopage. Puis, ce que j'ai fait pendant mon PhD, c'est que j'ai développé le test alors je vous préviens, je perds mon français, qui cherchait à détecter la troisième génération de la molécule DPO. Alors, ceux d'entre vous qui sont intéressés par le cycliste sauront de quoi je parle. Alors, j'ai fait ça, mais après 4 ans, j'en avais un petit peu marre du milieu du dopage, probablement parce que j'adore le sport. Donc, je suis repartie dans le domaine de la physiologie musculaire. Et puis, j'ai gagné un fonds national pour partir en Australie, où je pensais que j'allais faire un premier postdoc d'1 année. Puis, ce postdoc s'est transformé en 2 ans. Puis ensuite, j'ai gagné une autre bourse, et puis une autre bourse du Fonds national australien. Puis finalement, ça fait 10 ans que j'habite à Melbourne, et puis je suis maintenant professeur assistant à l'université, à Deakin University, qui est une des principales universités à Melbourne. Puis mon travail est vraiment centré sur la physiologie musculaire. Puis on m'a demandé d'amener un objet aujourd'hui, mais comme je l'ai expliqué un petit peu avant, j'ai malheureusement dû rentrer en Valais il y a quelques semaines parce qu'il y a eu un décès dans ma famille, donc je n'ai pas d'objet à vous montrer. Mais comme je travaille avec le muscle, j'ai pensé que j'allais vous montrer comment on obtient des échantillons musculaires chez les êtres humains, puisque c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Puis pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, âme sensible, s'abstenir, je vous préviens, c'est moi le sujet, donc ça ne fait pas aussi mal que ça en a l'air. Mais si vous n'aimez pas le sang et les grosses aiguilles, abstenez-vous de regarder. Donc, Émilie, si tu veux bien partager la vidéo. Oui. Alors... Vous voyez mon écran? Oui. The section 5? That was the part that didn't quite. Yep. Okay. So let's think, where are you going for breakfast today? Oh no, don't try talking to me. Yeah, so we're sort of through the fascia there, so a little push. Don't worry about that. There we go. That just popped through that fascia into the muscle, so that's well down there. Okay, there's a suction there. And we want to get a big sample for subculture as well. You're doing okay? So we just lift and rotate, lift and rotate. That should do. That's a good sample. Donc voilà, c'est comme ça que j'obtiens mes échantillons principalement. Et puis, ce qu'on a obtenu c'est vraiment un carottage du muscle. Puis ce qu'on a obtenu, c'est vraiment une petite pièce qui ressemble vraiment à un bout de viande, à un bout de viande rouge, de la taille à peu près d'un grain de riz, c'est à peu près 200 mg d'échantillon. Et puis à partir de là, j'extrais l'ADN, j'extrais l'ARN, j'extrais les protéines. Et puis je m'intéresse vraiment aux mécanismes moléculaires qui régulent la masse et la fonction musculaire. C'est-à-dire, j'essaye de comprendre pourquoi dans des conditions de maladie ou d'immobilisation, par exemple, ou d'hospitalisation, le muscle naturellement se réduit en taille. Et puis pourquoi, au contraire, dans des conditions, par exemple, d'entraînement d'hypertrophie,
pourquoi le muscle augmente en taille. Moi, je suis vraiment intéressée à ces molécules, à examiner ces mécanismes au plus petit niveau possible, c'est-à-dire au niveau moléculaire et même ensuite au niveau ce qu'on appelle épigénétique. Donc voilà, c'est moi. Merci Séverine, et je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Deuxième invité ce matin, cet après-midi, c'est Luca Pitlou. Alors Luca, ça fait très plaisir de te voir, ça fait longtemps. J'ai fait la Mathieu en même temps que Luca. Et à l'époque, je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était peut-être à la soirée des étudiants à Sion. Et on parlait déjà philo à l'époque. Et je crois que bah, tu en as fait une carrière. Alors bienvenue de Sao Paulo, au Brésil. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, salut. Alors, ça fait très plaisir et puis merci pour cette opportunité. Donc, je vais aussi rapidement me présenter. Donc, effectivement, moi, je suis de Sion. J'ai fait aussi ma maturité à Sion, puis mon université à Fribourg. Alors, j'ai étudié la philosophie et en particulier la philosophie antique. Et après une thèse sur Platon, sur ce qu'on appelle la métaphysique de Platon, donc les principes les plus abstraits et compliqués à expliquer. J'ai obtenu une bourse du ministère brésilien de l'Éducation, d'une agence du ministère brésilien de l'Éducation. Et en 2013, je suis parti d'abord à Brasilia, dans cette ville où je suis resté, j'allais dire malheureusement, parce que c'est une ville un peu difficile, 2 ans, mais c'était très productif en termes de recherche et d'opportunités. J'ai donc développé un postdoc à Brasilia. Puis ensuite, j'ai obtenu la même bourse de la même agence, mais pour la ville de Belém, qui se trouve dans l'état du Pará, c'est au nord du Brésil, c'est dans la région d'Amazonie, où je suis resté 6 mois, non pas parce que je n'ai pas aimé, c'était super, mais parce qu'entre-temps, j'avais passé un concours public, donc le système brésilien et de toute l'Amérique latine en réalité, c'est un système où on doit passer des concours pour obtenir des postes, des concours de fonctionnaires en fait. C'est un processus qui dure une semaine avec plein d'épreuves, beaucoup de suspense. Et j'ai obtenu en fait un poste à l'université fédérale qui s'appelle l'université fédérale de l'ABC à São Paulo. Donc l'ABC, le nom est un peu bizarre, ça n'a rien à voir avec l'alphabet. C'est une région du sud de São Paulo qui s'appelle l'ABC Paulista, parce qu'il y a 3 villes dont les noms commencent par ABC. Et j'y suis depuis 2015. Donc voilà, ça fait 7 ans que je suis au Brésil. En 2019, j'ai obtenu aussi une bourse pour faire une année sabbatique au CNRS à Paris. Donc j'étais en fait assez récemment en Europe pendant une année. Alors sur ma recherche, c'est un petit peu moins, disons, peut-être excitant que beaucoup de recherches. Donc je me suis concentré sur l'histoire du platonisme, en particulier la métaphysique de Platon. Et en ce moment, depuis 2 ans plus ou moins, je travaille sur en fait ce qui est mon projet d'habilitation que je devrais du reste défendre à Fribourg dans un futur assez proche, si tout va bien, même si évidemment maintenant tout est un peu plus compliqué, sur la cosmologie toujours de Platon, donc sur un dialogue qui s'appelle le Timée, dans lequel Platon essaye de donner l'histoire de l'univers, du cosmos, donc de l'univers ordonné. Alors, malheureusement, je dois avouer que mon objet n'aura absolument aucune originalité, puisque c'est un livre. C'est le quatrième tome, le troisième tome, pardon, des œuvres complètes de Platon, dans lequel se trouve le texte de référence, notamment du Timée. Alors pourquoi j'ai pris ce livre par manque d'originalité? Mais c'est en réalité parce que c'est ce texte qui m'accompagne depuis maintenant 3 ans, sur lequel je travaille tous les jours presque depuis 3 ans, où que je sois. Je passe encore assez fréquemment des mois de recherche en Suisse, ou à Fribourg, ou à Sion, ou ici. Moi, je n'ai pas besoin d'une autre matière première que ce livre. Et pour terminer, je dirais que ce que j'essaye de montrer, et ce qui m'intéresse dans la cosmologie de Platon, c'est précisément que Platon pense que pour comprendre le monde, il ne faut surtout pas faire d'expériences empiriques, il ne faut surtout pas tester les choses, il faut, un commentateur célèbre a dit, fermer les yeux et penser. Alors évidemment, si on fait ça, on risque d'arriver à des conclusions un peu étranges, par exemple que l'univers est rond, par exemple qu'il y a un certain nombre de planètes qui tournent dans un certain sens, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais l'idée est d'essayer de montrer, ce qui est là, du coup, est ma thèse
c'est ce que j'essaie de défendre, que ce que fait Platon est une fiction, ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée, dans laquelle il essaie de proposer un discours, un récit, un roman presque, sur l'univers, et que c'est en fait son seul objectif. Je vous remercie. Merci Lucas. Et notre prochain invité est Dr Arya Udry. Alors Arya, juste en passant, elle vient d'être sélectionnée pour être officiellement sur la Rover Mission de mars 2020. Et comme par hasard, 2 semaines avant, elle était au Carnotier scientifique valaisan. Coïncidence? Peut-être pas. Bienvenue Arya, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Donc, bon après-midi tout le monde. Donc moi, en fait, j'ai jamais fait de scolarité dans le Valais. J'ai des liens familiaux. En fait, dans le Valais, à chaque fois que je rentre en Suisse, je suis casée dans le Valais. Mais j'ai fait mon bachelor et master en fait à l'université de Lausanne en géologie. Donc moi, j'adore les cailloux. Mais j'ai toujours été fascinée par l'espace et par Mars, la planète Mars. Donc j'ai déménagé après mon master, en 2010, au Tennessee, à Knoxville, donc c'est dans le sud-est des États-Unis, pour faire mon doctorat sur les météorites martiennes. Et après ce doctorat, en 2014, j'ai déménagé à Las Vegas, où je suis prof d'université, donc professeur. Maintenant, ça fait 6 ans, donc je suis professeur associé maintenant. Et en fait, tout mon travail consiste à regarder des météorites martiennes. Et donc, je vais vous montrer juste ça maintenant déjà. C'est mon objet, c'est une météorite martienne donc, qui vient de Mars. Cette météorite-là, c'est dans ce qu'on appelle de l'époxy, donc c'est vraiment de la colle dure en fait. Donc c'est un bout de basalte, en fait, le genre de caillou que vous verrez en Islande ou à Hawaï. Et donc j'analyse la chimie de ces roches pour comprendre comment elles se sont formées et comment en fait la planète, l'intérieur de cette planète a évolué avec le temps, comment les volcans se sont formés sur Mars à quel point est-ce que Mars est-elle similaire de la Terre au niveau géologique. Et donc aussi, j'ai aussi été sélectionnée pour faire partie de la mission Mars 2020. Donc en fait, mon rôle, ça va être d'aider l'équipe en fait à analyser les roches, comprendre quelle est la nature des roches. Donc, est-ce que c'est une roche sédimentaire ou une roche magmatique? Donc, comment les roches ont été formées? Je vais faire des modèles pour trouver comment elles sont formées, comment les différentes roches sont liées géologiquement. Et je veux aussi aider un peu les ingénieurs à contrôler les instruments. Donc, je me réjouis à fond de travailler sur cette mission. Voilà. Excellente nouvelle, merci. Et notre dernière invitée est Medzer Maten, qui rejoint de Fribourg. Donc, les Valaisans sont partout, même à Fribourg. Bienvenue. Bon, alors bonjour à tous. En fait, là, je suis à Berne parce que j'ai plutôt, moi, une activité professionnelle principale. Je travaille à l'Office fédéral de la justice, mais je suis en train de terminer ma thèse à l'Université de Fribourg et je fais une thèse. J'ai étudié en fait oscillation, les scolarités obligatoires, puis la maturité. Je suis allée à Fribourg pour étudier le droit, en faisant un petit crochet par Vienne pour mon Erasmus. Et puis, en fait, j'ai commencé à travailler assez tôt, dès la fin de mon bachelor, dans un service pénitentiaire. À l'époque, je travaillais à Fribourg. Et c'est ça qui m'a aussi donné envie de faire une thèse. Je fais une thèse sur les délinquants sexuels parce que j'ai constaté qu'on ne savait pas tellement qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces personnes quand elles ont commis un crime. On a des processus ou des protocoles pour les gens qui ont plutôt fait la criminalité en lien avec une addiction, mais pour les délinquants sexuels, on a très peu de choses en droit. Et c'est ça c'est en fait ce qui m'intéressait de rechercher. Alors, ça fait assez longtemps que je fais ma thèse, parce que j'ai toujours travaillé à côté. Et aujourd'hui, à la Confédération aussi, j'ai des dossiers qui sont en lien avec les délinquants dangereux. C'est pour ça que mon objet, c'est mon code pénal, qui est passé dans l'art, et un peu écorné. Mais ce que j'essaye de faire dans ma thèse, c'est une thèse aussi très interdisciplinaire. Pour cette raison, je suis aussi partie avec une bourse du FNS au Canada, à Vancouver, il y a 5-6 ans, où là, j'ai cherché un peu plus les aspects, le traitement aussi un peu plus psychologique, psychothérapie. Et ce qui m'intéresse vraiment, en fait, avec cette thèse, c'est d'apporter un peu des solutions aussi pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec les délinquants sexuels? Est-ce que, déjà, c'est quoi? Comment est-ce qu'on définit? Puis toute la question de la sanction. Donc, ce n'est pas seulement les peines. Est-ce que, par exemple, les peines qu'on a dans le code pénal suisse, elles sont justes, si en comparaison avec celles d'autres pays, mais aussi comment on pourrait faire pour peut-être mieux réintégrer ces gens et quelles sortes de programmes existent ailleurs et qu'on pourrait aussi implémenter en Suisse.
Et je suis aussi très contente d'être là ce soir et de voir plein de gens que je connais aussi et que j'ai plus vu depuis longtemps. Voilà. Merci, merci à tous. Et alors, je vous rappelle que vous pouvez, maintenant, place aux questions, place à la discussion. Donc, n'hésitez pas dans le public, si vous avez une question, de la poser. Alors, si vous voulez la faire par écrit, vous pouvez l'écrire dans le chat. Sinon, c'est volontiers qu'on vous fait venir en ligne. Est-ce qu'il y a déjà une première question? S'il n'y en a pas une, moi, j'aurais une question. C'est qu'est-ce qui vous a manqué quand vous avez quitté le Valais? Et est-ce que la recherche était une vocation ou vous pensez que c'était plus par accident? Vous avez commencé vos études, vous continuez, ou bien c'était quelque chose… Je vois que Séverine sourit. Peut-être que… Je peux commencer à vous donner une réponse parce que dans mon cas, c'était complètement par accident. Je voulais devenir enseignante. J'ai fait un bachelor en biologie, puis un autre en mathématiques à l'Uni de Fribourg, en me disant, après, je ferai, à l'époque, ça s'appelait le DHEA, je sais pas si ça existe encore, pour faire l'enseignement au niveau du collège. Et puis moi, je me suis vraiment fait attraper dans ce vortex de sciences. Et puis après mon master, je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc ça n'a jamais été une vocation pour moi. C'est quelque chose qui est arrivé complètement accidentellement dans mon parcours. Je ne pensais pas que j'allais quitter le Valais ou la Suisse à long terme. Je pensais que j'allais avoir un parcours plutôt ordinaire. Et puis en fin de compte, ça fait 10 ans que j'habite à Melbourne et puis j'aime la science de plus en plus. Donc complètement accidentellement dans mon cas. D'accord. Et pour toi, Lucas? Parce que je te mets en ligne parce que, comme je me rappelle qu'on parlait philo en 5e du collège. Bon, donc tu as déjà vendu la mèche. Moi, je peux dire que c'était une vocation. Je pense même qu'avant, je pensais que j'allais m'orienter dans cette direction, sans d'ailleurs savoir très bien ce qu'était la philo, à part des discussions avec les gens. Mais non, en fait, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est en fait faire de la recherche en philosophie. Ça veut dire à la fois lire des livres, développer des arguments, des objections. Je n'ai pas vraiment un aspect littéraire, j'écris assez mal, donc en réalité, j'ai un style assez analytique, assez précis, et ça, j'ai développé, disons, le long des années. Alors, j'avais aussi beaucoup bougé pendant ma université. J'avais été aux États-Unis, en Allemagne, en France, etc. Et puis, le Brésil s'est fait complètement par hasard. Je n'avais pas du tout prévu. C'était un hiver, il faisait très froid en Suisse. Et puis, j'ai eu cette bourse. J'ai pensé qu'il y aurait du soleil et un autre mode de vie. J'y suis allé, j'y suis resté. Comme j'ai dit avant, moi, je n'ai pas besoin spécifiquement d'un matériau pour faire ma recherche. Je peux le faire partout. Et alors, pour le Valais, bon, c'est vrai que comme on donne des cours environ 6 mois par année et qu'on a 6 mois libres, j'arrive à rentrer en Valais assez fréquemment pour continuer mes recherches et pour profiter des choses qui me manquent parfois. Mais globalement, j'ai trouvé un bon équilibre. Merci. Quelqu'un d'autre veut répondre? Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Quelqu'un d'autre veut répondre à si la recherche était une vocation ou un accident? Moi, j'ai toujours voulu travailler sur les météorites martiennes depuis que j'ai 15 ans, vraiment. Donc, ce n'était pas vraiment un accident. La Suisse, ça manque beaucoup. Ça fait plus de 10 ans que je suis aux États-Unis, surtout avec ce qui se passe là maintenant. Mais ça va. J'essaie de rentrer au moins une fois tous les 2 ans et chaque année. Les montagnes, ça manque. Les vraies montagnes. Les vraies montagnes. Et pour toi, Aimée? Moi, je pense que j'ai toujours aimé en fait écrire. Déjà quand j'étais enfant au collège, quand on devait faire des travaux écrits, j'ai toujours bien aimé. Mais pendant mes études, je ne pensais pas forcément faire un doctorat et en plus pas du tout en droit pénal. J'avais plutôt envie de faire plutôt du droit de la concurrence. Et puis c'est aussi parce qu'après j'ai eu ce poste et que la matière m'a passionnée. J'avais ce côté très interdisciplinaire qui me plaît toujours, que j'ai essayé de faire un doctorat. Mais au début, je pensais plutôt faire une carrière juridique plus classique avec un brevet d'avocat. Merci. Et est-ce que, donc là, comme on est tous expatriés, des Valaisans expatriés pour nos études, est-ce que vous avez réussi à garder des liens, non seulement nécessairement avec des Valaisans ou des autres Suisses, mais avec d'autres expatriés valaisans? Et là, on avait eu David Pfefferle qui est aussi en Australie, et je crois qu'il connaît Séverine. Est-ce que vous vous connaissez avant ou bien est-ce que ces liens ont été formés ou sont créés en étant à l'étranger en tant que scientifique
viennent d'une même région. Et je demande ça aussi pour savoir si un réseau valaisan de recherche ou de chercheurs, de scientifiques pourrait être quelque chose d'intéressant, non seulement pour les chercheurs valaisans, mais aussi pour le Valais, une espèce de base de données pour que ce savoir qui a été expatrié d'une certaine façon, s'expatrier pour étudier, et comment est-ce qu'on peut ramener en fait ce savoir qui pourrait profiter aussi à la population valaisanne. Alors, je vais commencer à répondre à cette question. Alors, moi, je connais David du tennis et je connais Aimé de l'escrime, donc ça n'a rien, à voir avec la science. Pour ma part, le Valais, on a une petite population et je ne crois pas que je connaisse aucun Valaisan à Melbourne dans le domaine de la science. Et David est peut-être le premier dont j'entends parler au niveau de l'Australie. Quand j'ai reçu ma première bourse du Fonds national, il y avait un autre Valaisan, un gars d'Evolène, que j'ai rencontré par hasard à Melbourne, qui a passé 2 ans aussi à Melbourne, mais ensuite il est rentré ensuite et il travaille maintenant à Novartis. Et c'est vrai que moi, je me sens très valaisanne et assez peu suisse, en fin de compte. Et je crois qu'il faut qu'on garde cette idée qu'on est une petite population. Et bien sûr, l'idée d'un réseau de chercheurs valaisans a son mérite, mais je serais très intéressée de savoir combien on est, en fait, parce qu'on m'a toujours dit que le valaisan s'expatriait assez mal. Et je ne sais pas si quelqu'un a une idée de combien d'entre nous sont en fait partis à l'étranger sur le plus ou moins long terme. Alors là, si je peux rebondir, c'est un des projets dans les tiroirs de Sciences Valais, c'est de lister, de faire une liste, une base de données de tous ces chercheurs comme vous, et ensuite de pouvoir utiliser, accès à cette base de données pour des questions qui pourraient intéresser la population ou le gouvernement valaisan, en se disant, voilà, s'il y a une recherche telle et telle qui se fait par quelqu'un, un valaisan ou une valaisanne en Australie, qui pourrait intéresser le Valais, comment est-ce qu'on peut justement accéder à cette connaissance? Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais je ne sais pas s'il y a des chiffres. Alexandre, est-ce que tu as des chiffres là-dessus ou pas du tout? Non, justement, c'est la question. C'était aussi, on avait cette envie de travailler un peu ce réseau, de savoir où sont en fait les Valaisans, et puis si on peut aussi contribuer à activer ce réseau qui peut éventuellement aussi vous être utile, je sais pas, dans vos recherches, quoi. On ne sait jamais. Mais non, moi, j'ai pas de chiffres concrets là-dessus. Alors, ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait étudier, ouais. D'accord, alors je regarde encore des questions. Les questions continuent d'arriver. Pour votre recherche, était-ce essentiel de partir à l'étranger? Donc là, on va prendre l'étranger dans le sens en dehors du Valais. Donc, non, pas en dehors du Valais, en dehors de la Suisse. Parce que c'est clair qu'on devait partir en dehors du Valais. Mais est-ce que c'était aussi nécessaire d'aller à l'étranger? Je peux peut-être commencer. Je travaille directement avec la NASA. Et en fait, il n'y a vraiment pas autant d'opportunités en Suisse, et même en Europe, en fait, comparé aux États-Unis pour mon travail. Donc, juste l'accès aux météorites. Et aussi, dans mon travail, je peux faire vraiment ma recherche qu'en tant qu'à l'université, qu'en tant que prof. Et c'est nouveau maintenant. Il n'y a pas des masses de femmes, en fait, en tant que prof en Suisse. Je trouve qu'il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Quand je suis allée à l'UNIL, j'ai jamais eu de femme professeure dans mon domaine, en géologie. Donc, en fait, il était beaucoup plus simple d'avoir un travail en tant que prof aux États-Unis qu'en Suisse, malheureusement. Bon, j'ai l'impression que ça change, mais j'espère que ça va changer quand même un peu plus vite que ça change au rythme auquel ça change maintenant. Ouais. Et pour toi, Luca, par exemple, pourquoi c'était du parti à l'étranger? Parce que tu nous as dit plusieurs fois que tout ce que tu as besoin, c'est d'un livre et penser. On aurait pu faire ça au chalet en Valais et régler le problème. Non, c'est vrai, mais alors il faut rajouter quand même, il faut aussi un salaire et quand même quelques conditions matérielles. Et c'est vrai qu'en Suisse, en particulier pour les sciences humaines, en particulier pour la philosophie, il y a assez peu de postes qui se libèrent. Et en 2013, quand je suis parti au Brésil, c'était vraiment un pays où il y avait vraiment
de nombreuses opportunités, beaucoup de postes qui étaient créés. Ça a un petit peu changé depuis 2015, depuis, disons, les changements politiques, depuis la destitution de la présidente Dilma, mais c'est sûrement quelque chose de provisoire. Mais en tout cas, il y avait quand même des opportunités. C'est un petit peu la même chose que ce que vient de dire ma collègue, c'est qu'en fait, pour avoir un poste fixe, définitif, à vie, de professeur, et ben, le Brésil était une opportunité intéressante. Et pour conclure sur l'autre question à laquelle je n'ai pas répondu, moi, je suis rentré dans le système brésilien par, disons, le mode brésilien. Donc, je ne suis pas du tout rentré avec des bourses suisses. J'ai toujours été appuyé par le Brésil et par l'argent public brésilien. Donc, je connais pas d'autres valaisans qui soient au Brésil. Il y en a sûrement. Il y a beaucoup, par exemple, d'Italiens, de Français. Et c'est vrai que moi, je serais très content de faire partie d'un réseau. Et aussi, par exemple, pour aider ou donner des conseils à des personnes qui, en dehors de la philosophie évidemment, aimeraient par exemple faire des projets de recherche au Brésil, parce que même si on a des domaines différents, les postulations pour les bourses, l'administratif, c'est le même pour tout le monde. Donc ça peut être utile aussi d'avoir quelqu'un qui connaît un peu l'emploi pour un pays où je suis sûr il y aura encore des opportunités dans le futur. Merci. Oui, j'imagine qu'au-delà de la spécificité du domaine dans lequel tu travailles, tout ce qui est administratif, c'est quelque chose que ce réseau pourrait aider les uns les autres à faire ces demandes de fonds, ces demandes, le fait de devoir réseauter avec d'autres scientifiques, de publier ce genre de choses. Je pense qu'au-delà du domaine scientifique, la pratique est la même. J'aimerais juste saluer Monsieur Fabrice Fillier qui est là avec nous, qui est ambassadeur suisse à Singapour. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, c'est un plaisir de vous voir depuis Singapour. Mais bonjour. J'aimerais vous demander comment le réseau scientifique suisse, si vous pouvez dire quelque chose sur le réseau scientifique suisse à Singapour. Volontiers. Donc, je suis arrivé à Singapour il y a 2 ans. Auparavant, Singapour bénéficiait d'un SwissNext, donc avait une approche, une activité, je dirais, plus intense, au niveau de l'accompagnement, éducation et recherche. SwissNext, voilà, une série de réformes. Donc maintenant, on n'a plus qu'un conseiller scientifique détaché du secrétariat d'État à Berne. Mais c'est un des domaines dans lesquels on est actif et on entretient des liens assez étroits. On a la chance d'avoir la seule antenne de l'ETH Zurich à Singapour, avec plus de 200 chercheurs, postdocs dans les domaines de la Smart City, dans les domaines de Resilience, Infrastructure Resilience, et maintenant dans le domaine des nouvelles technologies de la santé. Donc, ça permet d'avoir une activité variée, donc, et on l'entend de plus en plus, la science au service de la diplomatie au service de la science. Donc, on essaye aussi de rester ouvert et de rester en dialogue avec les acteurs suisses. Je n'ai pas repéré de valaisans jusqu'à présent à l'ETHZ, mais il y a beaucoup de jeunes chercheurs très engagés, très passionnés, comme vous à travers le monde. Donc, on s'est rencontrés cet été à Sion, et quand j'ai vu vous étiez déjà en ligne, voilà, n'ayant pas pu voyager, je voulais juste vous saluer aussi et puis prendre un petit peu connaissance de ces valaisans qui sont partout dans le monde. Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation. Merci de participer. Et je pense, si je peux rebondir sur cet aspect science et diplomatie, je pense que c'est très important, et que nos scientifiques valaisans et suisses, en fait, font partie de ce réseau qui permet de créer des liens avec d'autres pays et créer des liens avec d'autres personnes au bout du monde, et quelque chose qui est, à mon avis, très important et valorisant. On arrive déjà à la fin des 30 minutes, mais si vous devez partir, partez, mais je vais proposer je mets encore des questions. Si vous voulez rester, n'hésitez pas à rester encore un moment, parce qu'il y a une question assez intéressante qui est venue de Stéphane Reduit, qui est président de VSNet. Il demande: comment percevez-vous le développement actuel des hautes écoles en Valais? Alors là, je pense que c'est une question très intéressante pour vous et pour nos orateurs, oratrices aujourd'hui. C'est le fait vous avez tous fait l'expérience d'université,
et de réseaux d'autres écoles à l'étranger, en dehors du Valais, en dehors de la Suisse. Et comment vous voyez-vous, quels conseils, hein, si je peux, pourriez-vous donner pour le développement actuel des hautes écoles en Valais en tant que scientifique? Alors, Séverine, oui. Ouais, si je peux me permettre de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur quelque chose que David a mentionné dans le chat et puis que Aria a aussi mentionné lorsqu'elle a répondu à une autre question. C'est ce concept de créer des opportunités. Et je pense que pour nous tous qui sommes partis à l'étranger, je pense que, en tout cas pour ma part en Australie, je n'en reviens pas du soutien que j'ai reçu et du nombre d'opportunités qui se sont ouvertes à moi. Et dans mon cas, je pense que c'est vraiment la raison principale pour laquelle ça m'est pour l'instant pas vraiment passé par la tête de rentrer en Suisse ou en Valais. Parce que je pense que dans ces pays anglophones dans lesquels on s'est implanté, il y a vraiment un réseau de soutien des chercheurs, du postdoc jusqu'aux chercheurs plus établis, qui leur permet d'entrer dans ces carrières pour de bon. Puis David a mentionné, et Lucas également a mentionné qu'ils ont des postes à vie, moi aussi. Et c'est des choses qui sont relativement difficiles à imaginer en Suisse et peut-être encore un peu plus en Valais. Alors évidemment, le développement des hautes écoles en Valais, c'est une chose extrêmement positive. Moi, il y a deux questions que je me pose. C'est dans quelle mesure va-t-on avoir le soutien, le support financier nécessaire pour donner aux gens qui auraient envie de rentrer en Valais les mêmes opportunités ou des opportunités similaires à ce qu'ils pourraient trouver à l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on travaille avec les autres universités suisses. Est-ce qu'on peut se mettre en concurrence entre guillemets avec elles? Et en parlant de concurrence, je parle par exemple application pour le Fonds national. C'est quelque chose qui a été soulevé ce matin dans le premier débat. Combien de chercheurs valaisans basés en Valais sont en fait suffisamment compétitifs pour appliquer et pour avoir du succès avec ce genre de financement. Donc, je pense que c'est vraiment les deux choses vers lesquelles il faut aller de l'avant, mais principalement créer des opportunités, surtout pour les gens en début de carrière, pour leur donner la motivation et la possibilité de rester dans ce genre de carrière sur le long terme. Et puis, Harry a dit quelque chose de très important au niveau des femmes également. Moi, je suis absolument impressionnée par les opportunités que j'ai eues en tant que jeune femme chercheuse en Australie. Et c'est difficile pour moi de juger parce que ça fait 10 ans que je suis partie de la Suisse, mais moi non plus, je n'ai pas eu beaucoup de femmes professeurs à l'université. En fait, je ne pense pas que je puisse me rappeler en avoir eu une seule. Donc, ouais, merci pour cette réponse. Donc, oui, créer des opportunités. Alors, je sais qu'en Valais, il y a des prémices de ce genre d'initiative comme l'IDIAP je crois qu'ils ont une bourse pour jeunes valaisannes ou valaisans pour faire revenir les gens en Valais. L'IDIAP, qui est un centre quand même mondial reconnu sur l'intelligence artificielle et des fois est très peu connu localement, mais ont eu cette bourse pour faire revenir ces chercheurs. Et là, je sais qu'il y a la chercheuse Raphaël Luisier qui a un poste maintenant à l'IDIAP. Je sais aussi, par exemple, que l'EPFL fait un bon travail en Valais pour faire venir des chercheurs et créer ces chaires. Et je pense que comme tu le dis, Séverine, que ce travail peut continuer. Et c'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel. Hein. C'est quelque chose qui doit être planifié, qui doit être créé, qui doit créer ce genre d'écosystème pour que les chercheurs viennent et viennent travailler sur place. Est-ce qu'il y a d'autres idées ou commentaires à ce sujet sur le développement des hautes écoles ou de la science en général en Valais? Si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Je ne veux pas interrompre et je ne veux pas prendre la lumière des orateurs de cet après-midi, mais c'est peut-être une opportunité inverse d'utiliser le réseau pour montrer qu'il y a des contacts au fin fond du monde. Il y a des opportunités pour les Valaisans de travailler à l'étranger ou de faire des thèses de master, des thèses de doctorat, peut-être des thèses de postdoc avec des Valaisans aux quatre coins du monde. Donc, d'utiliser ce réseau pour envoyer des étudiants et peut-être par la suite qui reviennent en Suisse pour faire une carrière académique.
Parce que je pense que là, merci pour cette remarque, David. Je pense que c'est le gros problème que le Valais a ou essaye pas de régler, mais c'est cette idée de fuite de cerveau. Donc, les gens étudient, ils doivent partir du Valais. Et ensuite, comment rester en contact. Hein. C'est pour ça qu'on parlait avant de créer ce réseau, pour rester en contact, pour savoir qui a étudié où, qu'est-ce qu'ils deviennent, et d'avoir ce contact pour aussi que le Valais, d'une certaine façon, qui a investi dans chacun de nos carrières, puisse, je ne veux pas dire un retour sur investissement, c'est trop économique, mais d'avoir, de profiter. Ce n'est pas seulement un retour sur investissement, c'est une plus-value, toutes ces carrières scientifiques à l'étranger qui pourraient profiter d'une façon pratique au développement du canton. Et là, alors, je vois encore quelques questions sur le chat. Donc, on va finir avec des questions, disons, plus peut-être moins générales, mais spécifiques à chacun d'entre vous. Une question qui vient pour Aimé. Et là, on avait parlé avec Séverine et Aria du nombre de femmes dans vos carrières spécifiques. Et une question pour Aimé, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans la recherche en droit? Alors, je réponds à cette question. Après, je suis désolée, il faut que j'y aille. J'ai encore un rendez-vous à 5 heures. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes en droit. On a d'ailleurs une nouvelle professeure en droit pénal qui a été nommée à Fribourg. Je trouve que ça, c'est assez réjouissant. Moi, je vois depuis le moment où j'ai commencé mes études, il y a environ 15 ans, et maintenant, il y a quand même vraiment une évolution. Il y a beaucoup plus de femmes. Et je pense que c'est important parce qu'il y a en droit, on a aussi des questions spécifiques liées aussi, par exemple, à la loi sur l'égalité. Je pense que c'est vraiment important. Il y a encore un travail à faire parce que dans les facultés, la plupart des professeurs sont des hommes, mais il y a un changement positif qu'on peut remarquer les dernières années. Puis j'en profite pour vous remercier tous pour cet échange et Sciences Valais pour l'organisation. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne matinée. Merci d'être venu et j'espère que tu as pu profiter du paquet que tu as dû recevoir. Alors, j'ai profité en partie, mais je l'étale un peu là. Comme à Fribourg, les bars et les restaurants sont fermés, je fais durer le plaisir. Là. Ok, c'est bien, super. Merci d'être venu. Et juste une autre question aussi, alors une question qui était posée pour Lucas directement, c'était une question de savoir si tu as dû en fait apprendre le portugais pour enseigner, ou bien si c'est une université internationale, si c'est en anglais, ou comment ça s'est passé. Non, alors, en fait, au Brésil, le Brésil est de toute façon très ouvert pour les chercheurs étrangers. N'importe quelle personne peut venir. Il n'y a pas de choses à faire spécifiquement. Il faut revalider ses diplômes, mais c'est de la bureaucratie. Ça peut être un peu long, mais ça se fait. La seule condition nécessaire et du coup presque suffisante pour travailler, faire de la recherche au Brésil, c'est d'apprendre la langue. Parce que quand même tout est en portugais, l'anglais n'est pas très présent. Donc effectivement, moi quand je suis arrivé à Brasilia, je ne parlais pas un mot littéralement de portugais, donc j'ai appris, et d'une fois que j'ai appris la langue, vraiment tout était ouvert parce qu'il n'y a pas un concours ou un formulaire qui ne sera pas ouvert à un étranger parce qu'il est étranger ou qui demandera quelque chose comme un visa ou même la nationalité. On est exactement au même niveau du moment qu'on parle la langue. Alors l'université se veut sur un processus d'internationalisation. Donc, par exemple, on est du reste la seule université au Brésil dont l'anglais est la langue officielle d'enseignement. Ça veut dire qu'on peut donner des cours en anglais, et il y a il y a quelques profs étrangers, plutôt russes, beaucoup d'italiens. Et c'est une université aussi très sciences exactes. C'est un peu le même profil que, par exemple, nos écoles polytechniques fédérales. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de cours qui sont donnés en anglais, mais qui sont des cours comme mathématiques ou ingénierie, etc. Et personnellement, je pense que c'est important. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je donne au moins un de mes cours par trimestre, car on a des trimestres en anglais pour l'internationalisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, il y a une résistance plus grande de mes collègues, des autres professeurs, parce que d'abord, ils ne parlent pas beaucoup anglais. Et ensuite, il y a quand même un préjugé contre la langue anglaise, parce que c'est la langue impérialiste. Et ça, c'est très présent, vraiment, dans les universités au Brésil. Par contre, les étudiants, en fait, à ma grande surprise, lors de mon premier cours en anglais, parlent très bien anglais, interagissent sans aucune timidité. Et donc, c'est assez agréable. Et du coup, pour les recherches, on peut quand même, évidemment,
commencer avec l'anglais, mais il faut se mettre à apprendre le portugais. Mais alors, je vous rassure, c'est en fait assez facile quand on parle français. Et tu publies en anglais? Alors, je publie en anglais, en français, parce que j'ai quand même un attachement avec la langue française, donc en français et en anglais. Et j'essaie toujours quand même de publier, mais quelques articles en portugais, mais assez peu. Le problème étant, c'est que les revues brésiliennes sont pas du tout des revues prestigieuses, hein, sans vouloir être désobligeant. Mais par contre, le système brésilien est tel qu'on est quand même obligé de publier nationalement si on veut avoir des points pour la progression de notre carrière, parce que c'est un système qui est quand même basé sur l'interne. Donc, il faut un petit peu faire les deux, mais globalement, vous avez des gens qui vous aident, qui relisent. Donc en fait, normalement, d'ailleurs, j'écris plutôt dans une autre langue et après, je fais traduire ou je traduis en portugais. Merci. Il y a encore pas mal de questions qui arrivent, mais je pense qu'on va finir avec une des questions ici d'Émilie Pralon qui nous dit c'est absolument fabuleux d'avoir utilisé cette période de tout en ligne pour chercher les feedbacks des scientifiques valaisans du monde. Et de nouveau, ça rebondit sur cette idée de connecter ce réseau, de savoir qui sont ces scientifiques valaisans qui sont à l'étranger. C'est quelle belle opportunité. Cela ouvre les frontières, non? Une idée là-dessus? Une remarque, Aria? Un petit peu, ouais. Moi, je travaille malheureusement plus vraiment avec mes collègues suisses. Je travaille avec des collègues suisses. Je connais des collègues suisses aux États-Unis parce que, de nouveau, parlons des opportunités. Si on veut, dans mon domaine, moi, si on veut être prof, c'est beaucoup plus simple aux États-Unis. Il y a énormément plus d'opportunités. Mais non, j'aimerais bien retravailler avec les gens de l'UNIL. Je suis désolée, j'ai un meeting dans 2 minutes. Donc mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a une grosse deadline aujourd'hui. Ouais, non, vas-y, c'est pas grave. On a prolongé parce que c'était comme ça, on voulait prolonger l'apéro, mais si vous devez partir, vous devez partir. Merci d'être venu, Aria. Merci beaucoup. Et puis j'en profite Merci, alors Aria. pour remercier tout le monde. Remercier encore donc Séverine, Lucas, Aria, Aimé d'être venus, d'avoir pris ce temps pour présenter. Et je ne sais pas si, Alexandre, si tu veux dire un mot de la fin sur le reste du programme, le reste de la journée. Oui, alors je crois que de toute façon, on va continuer à rester en contact. C'était une première tentative, mais on voit qu'on a pas mal de choses à se raconter et peut-être encore d'autres choses à faire ensemble à l'avenir. Sur la suite de la journée, si vous êtes encore avec nous d'ici ce soir, on vous donne rendez-vous à 18h pour une table ronde sur le thème de l'université du XXIe siècle. Sera-t-elle 100% en ligne? On a beaucoup parlé d'université, de formation supérieure, de recherche. Alex, je crois que ton micro a coupé. Alors, je vais reprendre le relais. Je crois que ça a coupé. Ça a coupé pour vous aussi? Ouais, ça m'a ok. coupé. Alex est de retour. Donc voilà, ce soir à 18h, si vous voulez nous rejoindre pour cette table ronde sur le thème de l'université du XXIe siècle, sera-t-elle 100% en ligne? On aura des représentants de l'école 42, de l'Unidistance et puis de l'Extension School de l'EPFL notamment. Super. Donc, ça permet à David qui est en Australie d'aller dormir un moment et tôt le matin. Désolé, je ne participerai pas à celle-là, c'est trop tard pour moi. C'est pas grave. Mais le débat, il est intéressant et extrêmement urgent, on va dire. Ouais. J'aurais bien aimé participer. Ouais. Surtout du point de vue de l'Australie, je vais juste ajouter ça. Considérant les distances dans le pays, mais aussi avec les autres pays, c'est un débat qui est très, très topical en ce moment. Ouais. C'est très, très pour la petite topical, histoire. Séverine. On en perd son français en étant à l'étranger de toutes ces années. Mes parents me reprennent toutes les 2 phrases, c'est insupportable. Ouais, c'est la même chose pour moi, c'est un peu la honte, mais c'est pas grave. On s'est bien compris. La table ronde, ça a diffusé en direct sur Facebook et puis donc on pourrait la revoir à l'occasion. Elle est enregistrée, tu dis?
Ouais, elle est enregistrée aussi. Ok, parfait. Alors, je regarderai. Super, merci. Merci à tous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Ciao, Bonne journée, au revoir. Au revoir à tous.